Dans le milieu automobile, il y a deux teams. Ceux qui sont pro première version et les pros version restylée, plutôt les dernières versions. Habituellement, hein, même s'il y a des exceptions, je suis plutôt pro première version. Et puis alors là, aujourd'hui, je vais vous parler des pires restylages. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis, hein. D'ailleurs, vous n'hésiterez pas à me dire depuis l'espace des commentaires si vous avez des idées de restylage de véhicules complètement ratés. Et puis, je regarderai tout ça pour potentiellement faire un épisode 2. Et aussi, on pourrait parler à contrario, si jamais ce concept vous plaît, les meilleurs restylages. Et donc on commence directement avec un stylage qui m'a fait très mal au cœur parce que le C4 Cactus lorsqu'il est sorti, hein, et même encore aujourd'hui, je me suis dit ça représente complètement la quintessence de ce qu'est Citroën. Un véhicule complètement décalé, de très bonnes idées, des idées un petit peu plus discutables, mais c'est vrai qu'au moins il se démarquait réellement de la concurrence. Malgré un châssis basé sur celui du Peugeot 2008 de l'époque qui était un petit peu plus fadasse, là, ils y sont allés fort. Déjà, le C4 Cactus, c'est un concept qui, de base, avait été salué unanimement par la critique et qui a été sorti quasiment tel quel. Alors, un petit peu moins joli que le concept, mais franchement, c'était très sympa. Avec ses surfaces lisses, ses air bumps, ses doubles optiques qu'on voit maintenant partout sur de nombreux véhicules. Vous voyez cette calandre même très lisse avec ce logo Citroën, ses jantes très jolies, un intérieur dépouillé, un véhicule conçu intelligemment je trouve, qui avait pour objectif de représenter la nouvelle philosophie Citroën avec d'un côté une gamme DS qui allait devenir DS automobile et puis de l'autre donc des véhicules plus essentiels. Bon, spoiler alerte, ce C4 Cactus il se vendra pas très bien. Avec ce restylage, bah là on perd en fait tout le charme je trouve de ce véhicule. Parce que c'est vrai les air bumps étaient décriés, décriables. Mon père en a eu un et j'aimais beaucoup. Ici avec le restylage donc de ce Cactus, ben on perd tout ce qui faisait le charme de ce véhicule. Déjà on a des lignes un petit peu plus torturées, hein. En témoigne par exemple cette calandre beaucoup plus chargée, ces chevrons reliant les feux du haut par une espèce là de trait qui est pas très joli. Ensuite la voiture a été un petit peu rabaissée, les air bumps on en a gardé un petit peu mais pas trop. En fait la C4 venait de disparaître de la gamme et donc ça a été un petit coup là de ces petits malinois de chez Citroën pour nous faire croire que d'un coup ce véhicule était devenu une berline compacte. En réalité, le C4 Cactus, c'est un concept et c'est ça que j'aimais beaucoup. Pas spécialement SUV, pas spécialement citadine, ni berline compacte, mais c'est une voiture qui, je trouve, à titre personnel, a vraiment marqué son temps ou alors va le marquer a posteriori. Vous allez voir, parce que je suis sûr, dans 20 ans, on dira, mais cette voiture, elle était dingue. Malheureusement, avec cette C4 Cactus restylé, on a perdu tout le charme, selon moi, et c'est vraiment dommage. Bon, celui-ci, il est peut-être un petit peu plus clivant, mais c'est vrai qu'à titre personnel, moi, je le préfère largement dans sa première version, le vrai multiplat, quoi, hein, avec ses petits bourrelets, son profil de dauphin, ses feux intégrés dans les montants de pare-brise, mais sans déconner, mais qui fait ça? C'est exceptionnel. En plus de ça, ce véhicule, hein, alors il est moqué, voilà, c'est vraiment, c'est la légende, hein, mais la première version, donc non restylée, fait 3,99 m. Vous vous rendez compte qu'on a une voiture plus courte que la plupart des citadines actuelles et qui donne énormément plus d'espace et qui se montre beaucoup plus logeable, en plus 6 places, et sans déconner, le châssis il est pas si mauvais que ça. Ajouter à cela des moteurs très solides, bah, c'est une voiture vraiment mythique, géniale, hein. Et puis ensuite, Villebrequin, ils ont fait le reste pour l'ancrer davantage dans la légende. Et alors là, bon, le restylage, bon, ça reste quand même très atypique. Malgré tout, moi je l'aime encore. Mais c'est vrai que déjà la voiture grandit, elle prend 10 cm, c'est 4,09 m. Bon, malgré tout, ça reste hyper compact. Et puis regardez-moi cette surface vitrée, moi j'adore. Par contre, c'est vrai que cette face avant, on dirait une Fiat Idea, mais en version un petit peu plus grosse et plus large aussi. La voiture, elle fait vraiment large. D'ailleurs, j'ai toujours pas essayé de multiplat sur la chaîne, hein. Que ce soit une version restylée ou les premières, j'aimerais davantage. Ça serait vraiment exceptionnel. Bref, le multiplat, il était quand même mieux aussi, je trouve, en version non restylée. On continue avec l'un des restylages qui a fait le plus de débats, mais là, pour le coup, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que entre la Maserati 3200 première génération puis la version restylée, ben là il n'y a pas photo, hein. D'un côté vous avez une voiture avec les premiers feux arrière à LED au monde et puis ça s'intégrait hyper bien avec cette signature boomerang vraiment emblématique.
De l'autre, bon, on garde forcément une voiture jolie, mais qui adopte des feux, sont toutes assez classiques. La Testarossa, c'est peut-être l'une, voire la Ferrari la plus emblématique des années 80, début 90. Alors quand il a fallu faire un premier restylage, ça s'est bien passé, hein, c'est celle que vous avez face à vous. Par contre, le second restylage, c'est une catastrophe. Attention, là, on dirait une copie chinoise. C'est dingue. Que ce soit ces feux là, qui deviennent presque ridicules. Là, on dirait qu'elle est ahurie, la voiture, avec ce sourire, ces gentaillages qui sont vraiment pas terribles. Et encore, vous n'avez pas vu l'arrière, qui est aussi raté. C'est tout simplement l'un des pires restylages, je pense, de l'histoire de Ferrari. Et celle-ci, je peux vous dire qu'elle a fait gueuler les puristes. Bon, il fallait encore avoir les moyens de se l'acheter. Moi, malgré tout, vous m'apportez une voiture comme ça. Bon, je pense que je serais quand même pas mécontent. Et heureusement, les ouïes latérales si emblématiques des Ferrari de cette époque-là sont préservées. Ouf. On continue avec une voiture qui, je pense, a été oubliée par beaucoup d'entre vous. Et bien pas moi, le Skoda Yeti, j'aimais beaucoup. Pourquoi donc? Parce que chez Volkswagen, vous savez, c'est sérieux, très sérieux, trop sérieux. Et avec Skoda, ils ont tenté de faire une approche des fois un petit peu plus ludique. Il y avait le Roomster aussi à la même époque que j'aimais bien. Mais c'est vrai que ce Yeti là, il était sympa. Et puis avec cette signature avant là, un petit peu originale, il ressemblait, je trouve, pas mal à la Matra Rancho. Bon, voilà, en version moderne. Même vous voyez là au niveau du profil, il y avait une belle surface vitrée. Bref, elle était très sympa cette petite voiture. Et puis surtout, cette face avant, ça lui donnait un charme que beaucoup de voitures du groupe Volkswagen n'ont pas, hein, on va pas se le cacher. Et attention, le restylage, comment enlever toute dose de fun, un véhicule qui était assez sympa, moi j'aimais bien. Là, ben, on l'a complètement standardisé, Volkswagenisé. Bref, c'est vraiment dommage. On continue avec une BM. Bon, je vous les ai pas toutes prises. Déjà parce que je vais en parler très prochainement, je pense mardi prochain. Mais surtout parce que c'est une catastrophe en permanence. Et donc, ça aurait nécessité, je pense, pratiquement un épisode complet. C'est étonnant parce que pendant des décennies, BM, ils ont toujours fait des petits restylages. Voilà, le but c'était vraiment de préserver la voiture, de ne pas la faire vieillir trop vite. Et souvent, c'était fait avec bon goût. Et bien là, avec cette série 7, hein, qui est assez récente, qui déjà, je trouve, avec ses feux collés au double haricot, j'ai jamais été hyper fan, avec des doubles haricots déjà assez gros. Bon, ben le restylage, on a rendu les feux encore plus fins, et puis les haricots encore plus gros. Ce qui, moi, je trouve, ça crée une espèce de dissonance là sur la partie avant. Ça fait hyper cheap selon moi. Alors, je sais pas si je suis le public visé, je pense pas. Je pense que ça doit plaire forcément sur certains marchés parce que c'est incroyable, ces calandres là qui ne cessent de grossir, c'est vraiment très compliqué et on va s'arrêter là parce que je vous le dis, on va en parler plus en détail. Il y a beaucoup de choses à dire. Et là, on va parler d'une voiture qui me tient à cœur parce que j'aimais beaucoup la Fiat Punto, que ce soit la première, la seconde et donc la troisième génération, surtout les premières phases parce que je trouve qu'elle avait une élégance folle. Certains la comparaient à des Maserati en version petite, mais c'est vrai que, regardez-moi cette finesse, elle est vraiment hyper sympa. Dites-vous qu'elle est sortie en 2005, donc elle a quasiment 20 ans, et je trouve que même encore aujourd'hui, ben, son design, il vieillit pas trop. Et quand on compare avec la Clio 3 qui allait arriver en même temps, ou même la 207, je trouve que celle-ci, elle est beaucoup plus réussie. Et malheureusement, donc ils auront fait une version Evo. Et donc là, vous voyez toute la finesse de la partie avant. Et bien ils se sont dit, on va mettre un gros pare-choc tout plastoc dégueu. Ils ont fait la même chose à l'arrière. Moi je me souviens, hein, alors je suis peut-être trop sentimental, mais ça me faisait hyper mal au cœur. Je me disais, mais pourquoi Fiat, il ruine un tel design? Vraiment, des fois, il y a des choses, je comprends pas. Ils sont revenus un petit peu à la raison sur la dernière phase, parce que la Punto, elle est quand même restée jusqu'en 2018. Et là, pour le coup, j'adore la première version, mais celle-ci aussi est très très sympa. Après, l'avantage des premières versions, c'est qu'il y avait un choix énorme de moteurs. Et si aujourd'hui je devais vous en conseiller une, ça serait, allez, les versions diesel en 120 et 130 chevaux, qui avaient souvent des configs hyper sympas avec des couleurs très cool, des belles jantes, un bel équipement. Bref, c'était vraiment une auto hyper sympa qui, je pense, ne va pas revenir parce que bah, là, vous l'avez vu, la Grande Panda est arrivée et je pense que cette Grande Panda va remplacer la Grande Punto. Si jamais certains se posent la question d'une éventuelle hypothétique nouvelle sortie, moi j'y crois pas. Bon, là on s'attaque à un monument, la Peugeot 206, la voiture française la plus vendue de l'histoire, ma première voiture, une auto qui même encore aujourd'hui n'a pas tant vieilli que ça en termes de prestations, franchement ça peut complètement s'envisager. Sortie en 98, il y a eu un premier restylage, celle-ci c'est celle qui a subi le premier restylage, mais bon, avec parcimonie c'était très bien. Par contre, lorsque la 207 est sortie,
Et puis, Peugeot, au milieu des années 2000, ils ont commencé à péter un boulon. Et donc, ils nous ont sorti ce chef-d'œuvre qui est la 206+. Alors là, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que cette face avant là, qui a été inaugurée avec la Peugeot 907, la Peugeot 907 qui est incroyable, il faudra que je vous en parle un jour. Sur la 907, ça marchait très bien. Par contre, ils ont décliné ces feux en amande et cette grande bouche là sur cette mignonne et frêle Peugeot 206. En fait, ils ont pris vraiment les éléments de la 207, ils l'ont mis dessus, que ce soit à l'avant, mais aussi à l'intérieur. C'est une espèce de Frankenstein, là, un truc qui n'a ni queue ni tête. C'est hyper mal proportionné, je trouve. Regardez l'avant, il est beaucoup trop plongeant, il est vraiment pas cohérent. Pour le coup, je sais que beaucoup aiment bien critiquer la 207, et moi, des fois, j'ai pas été tendre avec, mais elle est cohérente esthétiquement. Celle-ci ne l'est pas. Ça aussi, je me souviens, hein, quand c'est sorti, mais j'étais fou. Mais je me suis dit, mais comment ravager un tel monument français? C'est dingue, hein. Et vous voyez, même les jantes, ils ont mis des jantes de 207 par exemple. Bref, c'était clairement pas pour moi cette 206+. Celle-ci, c'est un classique lorsqu'on aborde les restylages ratés. L'Alfa Speeder, c'est un monument de l'histoire italienne. Elle est sortie entre 1966 et 1994 et elle a connu 4 phases. Donc la première, hein, que vous avez devant vos yeux, qui est sûrement la plus belle, la plus fine, vraiment une auto incroyable. La deuxième, un petit peu moins bien, mais ça va. Et puis, il y a eu les années 80. Les années 80, beaucoup de gens y repensent avec émotion, mais il y a eu quand même de belles chimères automobiles sacrément dégueu. Et donc, cette, j'allais dire cette Fiat, non, 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 c'est bien une Alpha Speeder de 3e génération avec ces pare-chocs là. Finalement, j'ai dit Fiat parce qu'ils ont fait un peu la même chose avec la Punto Evo, mais là c'est pire, hein. C'est assez catastrophique. Et pour la fin de carrière de ce véhicule, heureusement, ils vont un petit peu se rattraper et nous donner une 4e génération plus sympa, plus en harmonie. Même si clairement, face à une MX-5 par exemple qui venait d'arriver, bon, c'est le jour et la nuit, un niveau finesse du design. Par contre, c'est vrai que les premières Alpha Speeder, moi, j'adore. Alors, une voiture où vous et moi, on n'est pas d'accord. Parce que moi, je suis d'accord pour dire qu'esthétiquement, elle est pas mal, mais mis à part ça, je la trouve assez décevante, cette 406 coupé. Par contre, je l'ai dit, esthétiquement, bon, c'est quand même très joli. Il faut être vraiment malhonnête pour dire qu'elle n'est pas jolie, sauf le petit restylage là, qui nous ont sorti en 2003, mais c'est honteux de mettre cette bouche-là. C'est-à-dire que la voiture, c'est la finesse quand même des traits. Regardez-moi ces feux, ces galbes. Et là, ils nous ont mis une calandre. Là, c'est quelque chose aussi, hein. On continue avec, pour moi, je pense, ma voiture japonaise favorite, la Honda NSX. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été bercé par Gran Turismo? Peut-être. Est-ce que c'est parce que cette voiture a été élaborée en collaboration avec Ayrton Senna? Peut-être également. Mais c'est vrai que cette Honda, je la trouve mythique, anthologique, une des rares voitures typées supercar qu'on peut utiliser au quotidien, une masterclass absolue, un design de fou, et donc il y a eu une version restylée. Alors en soi, je trouve que c'est moins scandaleux que la Testarossa, mais c'est vrai que forcément, ces feux-là, ça perd en personnalité, ça perd en charme. Là, on est au début des années 2000 quand ça arrive, parce qu'il faut dire qu'elle a eu une sacrément longue carrière, cette voiture. À choisir, moi je la prendrais plutôt en phase 1. Les Mini, pour moi, c'est un peu comme les BMW, à savoir que plus le temps passe, plus c'est contrasté, on va dire, pour rester poli. Il faut dire que en 2001, lorsque BM a relancé la gamme de Mini moderne, c'était très sympa, moi j'adore la R50. La R56 que j'ai eu, hein, qui est le premier essai à avoir été publié sur donc, Atmo, hein, cette chaîne incroyable, qui va sur ses 5 ans, c'est dingue, hein, merci à vous. Et c'est vrai que la R56 déjà, elle avait perdu un poil en charme malgré tout, je trouvais que ça allait. Là il y a eu la 3e génération, hein, qu'on a bien sûr à gauche, voilà, sortie en 2014, et puis ensuite il y a eu son restylage. Je parle pas de la toute dernière génération, parce qu'ici on parle de restylage. Clairement, ça va pas. Je trouve que ce bouclier là, énorme, tout en plastoc, c'est dégueu. Ils ont fait la même chose à l'arrière. Attention, je vais vous montrer ça. Et puis c'est bien parce qu'on a les deux modèles à côté, comme ça on peut se rendre compte de la mocheté que c'est. À gauche, on a la Mini Cooper, la verte, très mignonne. Et puis à droite, bon, c'est pas non plus un scandale absolu, mais la voiture, entre-temps, en plus, elle a pété un plomb au niveau prix, hein. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo pour évoquer l'inflation qu'a connue ce modèle, tout en devenant quand même plus moche. C'est un sacré tour de force. Et ça, bravo Mini, hein, je vous applaudis, tiens, voilà, incroyable. Il me reste 3 véhicules à évoquer dans cette sélection, et cocorico, ce sont 3 véhicules français. Alors là, avec cette Twingo, peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord, parce que déjà, c'est vrai que la Twingo 2, lorsqu'elle arrive comparée à la Twingo 1, ça fait polémique. Moi, j'étais le premier à être assez déçu. Malgré tout, je trouve qu'elle est cohérente esthétiquement,
et que, bah, elle est sortie en 2007, elle vieillit pas tant que ça. Et en termes de prestations, pour le coup, c'est quand même un cran au-dessus de la première Twingo. Vraiment une bonne auto, cette Twingo 2, notamment en première génération, parce que le restylage, à mon sens, il y a fait du mal. Au-delà d'ajouter des couleurs, alors c'est sympa, moi j'aime beaucoup les couleurs, mais pour le coup, je les trouvais quand même assez douteuses. Pas forcément ce rose, mais il y avait aussi un espèce de bleu turquoise. Moi j'adore normalement ces couleurs-là, mais je trouve que là elles sont un peu fadasses. C'est très bizarre. Et puis cette face avant, même l'arrière là avec les feux découpés, on dirait une espèce d'alien. Avec moi ça marchait pas. Clairement pour moi ça témoigne aussi d'une époque où Renault ils savaient pas trop quoi faire avec leur design. La fin des années 2000, début 2010. Je trouve que c'était très compliqué. Il y avait la Mégane 3 aussi qui était horrible. Et donc ici ils se sont dit on va essayer de la rendre un petit peu comme la Twingo 1. On va lui mettre un peu plus de rondeur, mais je trouve que c'est mal intégré, c'est mal fait. Ce bandeau noir aussi avec le gros logo Renault. C'était sacrément moche. Il y avait le Scénic aussi qui était hyper moche. Vous voyez là, rien qu'en tournant cet épisode, il y a d'autres véhicules qui me viennent en tête. Mais n'hésitez pas à me donner vos pires restylages qui n'ont pas été évoqués ici. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les restylages sont bénéfiques. Ben, pas toujours quand même, hein. On reste chez Renault avec le rival principal du Peugeot 1007, hein, il s'est même mieux vendu que ce dernier, le Renault Modus. Et alors le Renault Modus, vous vous en doutez peut-être, mais je l'apprécie beaucoup, notamment en phase 1, voilà, avec ses clignotants orange, cette bouille très mignonne. Moi à choisir entre une Clio 2 et un Modus, je préfère 100 fois le Modus, je l'apprécie beaucoup, à part bien sûr en version restylée, où là regardez, la face avant elle perd la malice qu'elle a sur la première version, le véhicule se prend pour moi beaucoup trop au sérieux. Du coup, on perd tout le charme, je trouve, de la première version. Et donc, on va finir avec, selon moi, l'un des plus gros scandales récents. Parce que la Peugeot 508, alors ok, elle n'a pas les moteurs les plus fiables du monde, mais lorsqu'elle est sortie, ben, déboîtait tout. C'est bien simple, hein, je pense que, bon, mis à part la Giulia qui est... La Giulia, c'est fabuleux, mais franchement, la 508, lorsqu'elle sort, c'est du très high level. C'est un moment d'ailleurs assez récent où les constructeurs nous sortaient des voitures assez folles, parce que même la Talisman était quand même jolie, la série 3 était très belle, la classe C aussi, et donc il y avait la Giulia, cette 508, et là, c'est d'une finesse, c'est tellement dommage qu'ils nous aient pas fait une version coupée comme à l'époque, mais... Les temps ont changé, et puis Peugeot, hein, voilà, hein, aujourd'hui, moi, je les apprécie pas trop parce que je trouve qu'ils font beaucoup de mauvais choix. Pour moi, c'était un mauvais choix de pas faire deux versions coupées. Mais alors, lorsqu'il a fallu restyler ce véhicule, bon, ben voilà, ils ont essayé d'adapter leur nouveau style, qui, je trouve, à titre personnel, marche moins bien que la finesse de la première version, avec donc cette calandre beaucoup plus massive. Ces trois griffes qui, je trouve, sont très très mal intégrées. Le bas de bouclier beaucoup plus agressif aussi. La voiture, elle perd complètement en finesse avec ce gros logo Peugeot que j'apprécie mais qui, je trouve, est mal intégré. Regardez quand même, hein, là, on avait, je trouve, quelque chose de quasiment parfait. Bref, mes chers atmophiles, je fais pas plus long, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me donner des exemples, hein, de véhicules, soit que vous avez apprécié dans cette vidéo, soit que je n'ai pas cité, je vous dirai comme d'habitude avec attention. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou encore YouTube, rejoindre donc sur ma chaîne principale Atmo. Vous êtes les atmophiles ultimes, malgré tout, le plus important, c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, allez bisous, ciao.